aimerait bien en fait vous entendre votre avis vis-à-vis de nos demandes. De la proposition. Oui. Donc, on va débuter par avec mon invité. Donc, oui, pour les ordonnances de travail, évidemment, c'est très comprenable en fait que vous devez avoir un nombre minimal. On y avait songé aussi, mais dans le fond, on avait une contre-proposition à vous faire, donc on pourra en discuter plus longuement plus tard. Mais dans le fond, on voulait faire un nombre d'heures qui serait par rapport à la période haute et à la période basse. On va faire un prorata en fond des heures qui seraient effectuées dans une des périodes et les transférer dans l'autre période. C'est-à-dire, développement? Oui, dans le fond, ça serait par rapport, pendant l'hiver, on vous paierait une quantité d'heures. Donc, pendant la période basse, on paierait une quantité d'heures, par exemple, 5 heures. Puis, de ce montant-là, des 5 heures qu'on vous aurait déjà payé dans la période basse, puisque c'est plus difficile, vous avez moins d'heures. Donc, de ces 5 heures-là, il y en a 3 qui devraient être effectuées sans salaire à l'été. Donc, puisque dans la période, là je parle d'été et d'hiver, l'hiver c'est la période basse, l'été c'est la période haute, c'est bon. Donc, pendant la période haute, on vous demanderait d'effectuer 1 des 3 heures qui seraient effectuées dans la période basse. Donc, dans le fond, vous auriez 2 heures dans la période basse qui seraient payées sans que vous ayez à aller travailler. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Est-ce que vous voulez qu'on continue à faire nos commentaires? Oui, bien, on va juste demander un petit peu plus, puis après ça, on passe au prochain point. Donc, pour les salaires, juste pour clarifier, est-ce que vous voulez qu'après chaque entente qu'on signe, qu'on rédige, qu'on signe, vous voulez pour une question de temps? En fond, on est juste 2. Ouais, on voulait savoir si quelqu'un de votre côté qui se proposait pour les rédiger, qu'on peut s'en discuter. On peut les rédiger sans problème. OK. La troisième collègue nous a lâché un peu. On est là pour négocier de bonne foi. Donc, pour qu'est-ce qui est des salaires, vous demandez une augmentation de 15 sur 5 ans, ce qui fait 3 par année, qui est plus haut que l'inflation. L'inflation au Québec en ce moment est de 1,7 %. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller au-dessus de l'inflation. Par contre, on vous propose autre chose. On vous propose de vous offrir une prime à la performance. Donc, selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, on pense que c'est important justement de récompenser les employés pour leur travail. Puis, non seulement juste pour bénéficier de notre entreprise avec le chiffre d'affaires, mais aussi pour vous récompenser pour votre bon travail. Donc, on vous offrirait une prime à la performance. donc, dans le fond, il n'y aurait pas d'augmentation de salaire, ça serait pas à la performance. Exact. Elle serait établie comment la prime à la performance? C'est un pourcentage. Oui, ça sera un pourcentage. On pourra en discuter davantage. D'accord. Mais comment vous mesurerez la performance, étant donné que les employés sont sur des contrats pour... Chaque employé est soumis à un cadre, Dans le fond, nous, notre but aujourd'hui, la raison pour laquelle on refait une convention collective, dans le fond, pour ici, on négocie aujourd'hui, c'est puisqu'on souhaite avoir l'expansion de l'entreprise. Donc, on voudrait obtenir, vous savez déjà, dans les dernières années, on s'est concentré sur les cas qui sont un peu plus luxueux, un petit peu plus dispendieux, tout simplement pour justement aller vers une clientèle plus spécifique, plus spécialisée, puis évidemment obtenir des contrats qui sont plus monétaires, donc plus économiquement intéressants. Donc, ça implique que si on effectue seulement des contrats qui sont économiquement intéressants, puis on effectue de plus en plus de contrats, le chiffre d'affaires va évidemment augmenter drastiquement. Donc, en augmentant un chiffre d'affaires, évidemment, ça augmente le bénéfice net, puisque les charges vont augmenter, mais la majorité du bénéfice net va rester très, très élevé. Donc, ensuite, ce qu'on effectuerait, c'est si on réussit à atteindre un certain chiffre d'affaires, donc si on réussit à effectuer un certain nombre de contrats qui vont être d'un certain nombre d'argent, un certain montant, dans le fond, on va vous réoffrir un pourcentage du bénéfice net qui va être fait sur ces contrats-là. Donc, puisqu'on est conscient que sans vous, on ne serait pas en mesure de faire ces contrats-là, on pense que c'est important pour vous d'obtenir une part de ce pourcentage de profit-là qui serait obtenu en augmentation. Donc, pour que vous aussi, vous bénéficiez de l'expansion de l'entreprise. On pense que ça serait une grande source de motivation au travail aussi. Mais vous savez, les employés de là, ils sont inquiets par rapport à leurs conditions de travail. Je ne veux pas leur rendre des promesses. Mais ça va être écrit dans la convention.
mais quand même, ça serait dans combien d'années, dans combien de temps, Effectif de la convention collective serait effectif. Vous avez parlé de l'augmentation de chiffre d'affaires, puis ça, on en est discuté également avec nos employés. Puis c'est pour ça qu'on se demande pourquoi on ne pourrait pas juste élaborer une augmentation de salaire. Parce que nous, la prime au rendement, on reprend notre enjeu de notre côté, on a quand même un enjeu de performance, on a quand même une pression supplémentaire sur nos membres. C'est de ce point de vue-là qu'on le voit un peu plus. C'est pour ça que, avec vos arguments, votre augmentation de chiffre d'affaires, de chantiers qui sont avec un meilleur rendement, qui sont coûteux, qui sont plus coûteux, est-ce que ce serait possible de voir une possibilité d'augmenter les salaires de nos employés? On pourrait en discuter. Oh, oui. Bien sûr que tout le temps une ouverture. Oui, on a toujours une ouverture. On est là, comme j'ai dit, on est là pour négocier des ambitions. Donc, on veut vraiment maximiser les relations avec nos employés. C'est vraiment ça pourquoi on est là. Donc, pour le troisième point, les heures supplémentaires, en fait, le 85% pour nous, il est trop élevé. Bien sûr, on va vous proposer des nouvelles propositions comme l'horaire, le temps supplémentaire flex, qui est un horaire qui peut bouger, en fait. Comme ça, mettons, si je travaille en temps supplémentaire actuellement, je pourrais le déplacer pendant les basses saisons. Donc, garder ces heures-là pour être payé plus tard. Donc, ça serait comme Comme des heures. Oui, c'est ça. OK. Puis dans le fond, est-ce qu'on enlèverait, parce que présentement, ce qu'on a, c'est le panier, le 50% pour la première heure, la deuxième heure, 100% de temps double. Est-ce qu'on enlèverait ça? Non, le temps supplémentaire va rester comme il est actuellement, 50 à 100. On a un temps flex de plus. Il y a plus? Ben, comme Ça, c'est comme un ajout. un ajout, ça veut dire, si, mettons, vous voulez garder vos heures pour plus tard, ben, vous pouvez les emmagasiner quelques billets. OK, vous avez la possibilité de les déplacer. Pour qu'est-ce qui est, mettons, de l'impôt, ça pourrait être une bonne tactique. Mais juste si j'ai bien compris, en fait, ça serait de, par exemple, faire les heures supplémentaires maintenant et être payé plus tard, pendant les périodes de crise. Mais c'est à votre discrétion. On offrirait la possibilité de faire ça. Vous pouvez être payé en temps réel aussi. Donc, vous pouvez décider soit prendre la paie, soit les mettre dans une banque d'heures, puis les réutiliser à titre de congé payé. On vous entend. Ce qui nous amène au point 4, les vacances. Quelques questions, en fait. Je vais commencer avec les jours mobiles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est les vacances actuelles que la personne pourrait bouger? En fait, non, les jours de congé mobile, ce serait des vacances qui donneraient de la flexibilité finalement aux employés. On sait qu'on a 7 femmes, on aimerait que la gente féminine continue de faire ce qu'elles veulent, de travailler dans un domaine qui est majoritairement masculin. Et puis, et c'est ça, et puis ne serait-ce que pour qu'elles puissent concilier leur vie familiale, leurs besoins personnels, etc. Donc, et aussi, je sais qu'on a 22 employés qui viennent d'en dehors du Québec, donc pour répondre à la multiculturalité, c'est ça, oui, pour la diversité, etc. Donc on sait que ces personnes ne sont pas forcément accompagnées de leur famille actuellement, de leur permettre d'aller visiter leur famille en temps et lieu, lorsqu'ils le veulent, etc. Puis, dans le fond, est-ce que c'est des jours payés? Alors, personnellement, j'avais pensé on avait pensé à ce que ces journées-là soient payées comme qu'ils soient indemnisés comme les congés annuels. C'est-à-dire, là, actuellement, c'est 13%, mais idéalement, on augmenterait ça ça serait 20% pour les spécialisés et 16%, non, je m'excuse, je confonds. Alors, ça serait 20% pour les apprentis et 16% pour les spécialisés. Ne serait-ce que pour répondre à l'équité et pour répondre aux valeurs de l'entreprise, évidemment. Donc, quand on parle du 20% et du 16%, on parlait des heures supplémentaires qui étaient effectuées durant les jours fériés ou les heures de Non, alors on parle de 16% du salaire hebdomadaire. OK,
Donc, dans le fond, la paie serait égale à un pourcentage de l'année qui a déjà été effectuée. Voilà, comme la clause actuelle d'indemnité, en fait. Ok, fait que dans le fond, vous demandez une augmentation des congés mobiles, mais c'est techniquement, vous demandez 17 jours de plus de personnes travaillent pas. C'est ça, mais en fait, les jours mobiles ne seraient pas pris si l'un après l'autre, ça peut être un jour ici, un jour Oui, c'est ouais, génial. Mais c'est quoi, mettons, des vacances, préavis, mettons, des congés déjà qui sont excitants? C'est 10 jours de plus. On est en train de confondre un peu, je pense, les vacances et les journées de congé annuel. C'était 2 points. Est-ce que vous vouliez les combiner en un seul point? Non, parce qu'en fait, on parlait de la rémunération de ces journées mobiles-là. Et moi, pour la rémunération, on a statué en fait qu'on aimerait que ces journées-là soient rémunérées comme les vacances annuelles obligatoires, c'est-à-dire 13% du salaire hebdomadaire. Mais idéalement, j'espère qu'aujourd'hui on augmentera en fait ce. Sauf que le 13% est dans les indemnités des congés, il ne s'agit pas du 13% des vacances. On a 10 congés de plus qu'on va indemniser à notre pourcentage. Donc, en tout, vous demandez 17 jours de plus que les individus du travail. En considération de chaque semaine que vous avez déjà des 10 congés annuels. Exactement. Puis le 10 jours mobile, le 13%, ça serait pour tous les emplois. Vous parliez tantôt d'un pourcentage spécifique pour... Alors justement, pour répondre en fait à l'équité, qui est une des valeurs de l'entreprise, ça serait de permettre aux apprentis de profiter de leurs vacances, aussi d'avoir un salaire qui soit pratiquement similaire à ceux des spécialisés. Donc, d'après nos calculs, on a statué que ça serait en fait 20% pour les apprentis et un 16% pour les spécialisés. Pour revenir en fait à votre proposition, en fait, qu'est-ce qui est des congés de votre proposition? Vous allez parler des blocs, mettons, des chantiers de construction. Oui, dans le fond, c'était sur votre année les vacances. Oui, exactement. Donc, en fait, ça qu'on s'est demandé, parce que des fois, il y a des individus qui travaillent, mais qui sont mobiles, dans le fond, dans les chantiers. Comment vous voulez... Moi, mon enjeu, de notre côté, comme on le voit, c'est qu'il y a 60 employés. Dans le fond, je veux dire que juste un de ces 60 employés-là en a construit, soit en avril, en juin, en septembre, en octobre. C'est petit. Ben, c'est pas un, c'est un, mettons, au même moment, pendant la semaine du 1er avril, qui pourrait prendre son congé, mais il ne pourra pas avoir un autre individu qui en parle. OK. Puis cet individu-là, est-ce qu'il se rapporte à un chef d'équipe? La personne qui gère son horaire, est-ce que cette personne-là qui serait en haut des individus qui travaillent dans le chantier, est-ce qu'elle, avec son, mettons, elle avait 5 personnes dans son équipe, est-ce qu'elle pourrait gérer le fait que cette personne-là remporte un congé, que pas parmi ces 5 personnes-là, ça va être facile au niveau de gestion en même temps? Ben, le problème, c'est ça que je parle, c'est qu'actuellement, on a beaucoup de mobiles, et des fois, c'est beaucoup comme si on tourne dans les centres pour essayer. En fond, c'est plusieurs métiers différents. Mettons, on peut avoir pendant une période besoin des charpentiers, mais par la suite, on peut avoir besoin des apprentis opérateurs d'équipement. Ça pourrait créer une situation un peu. Donc, tout corps de métier confondu, ces 60 personnes-là, sous ce même article-là, donc ils pouvaient prendre un congé en même temps. Mais est-ce que c'est spécifique à la semaine de vacances dont on parle ou bien au congé mobile? Parce que, en fait, nous, la base du congé mobile, c'était pour donner de la flexibilité aux employés, de vraiment pouvoir s'absenter en cas d'urgence. Et même à ça, on donne un préavis de 48 heures. Donc, ça serait à quel niveau? Je pense que ça va dépendre du nombre de jours consécutifs que l'employé va prendre. Donc, si la personne prend 2 jours consécutifs, je pense pas que ça va créer un si gros dérangement que ça. Mais si la personne prend 7 jours, par exemple, ça va être comme considéré comme une semaine de vacances. Donc, ça va avoir plus de répercussions à ce moment-là.
Puis en addition à ça, dans le fond, vous venez de mentionner que les journées que vous voudriez en mobile seraient données en avance de 48 heures. Par exemple, présentement, l'horaire est effectué toujours 5 jours à l'avance pour le 5e jour. Donc, vous voudriez que ces 10 jours soient mobiles, soient payés et qu'ils puissent être pris dans les 48 heures à l'avance. À n'importe quel moment. Mais dans le fond, il faudrait qu'il soit inclus déjà dans l'horaire qui serait déjà prévu, puisque ça l'incomberait si, par exemple, c'est le superviseur qui s'occupe de remplacer l'ouvrier en question. Il devrait trouver un remplaçant, puis ce congé-là serait en addition aux, par exemple, 2 personnes qui seraient déjà en congé, puisqu'à ce moment-là, les journées mobiles, vous pourriez les prendre n'importe quand. Donc, on pourrait terminer par avoir 3 personnes, 3 ouvriers sur un même chantier qui seraient en congé, puis vous savez qu'on est en manque de main-d'œuvre présentement, donc on n'aurait pas de personnes pour remplacer ces personnes-là. Donc, les ouvriers qui seraient présents cette journée-là seraient en diminution d'effectifs. Dans le fond, on parlerait d'un délai de 2 semaines. Oui. Le seul enjeu qu'on voit pour le délai d'une semaine, c'est en termes d'association travail c'est pour les imprévus, dans le fond, les congés qu'on a vraiment besoin, qui sont arrivés sans pouvoir le prévoir. Est-ce que vous vérifiez une solution? Parce que dans le fond, nous, le 48 heures, c'était pour répondre à cette problématique-là. Dans le fond, vous avez là, on verra. C'est pas des congés de maladie, peu importe. Et à ce moment-là, vous voudriez que ces congés-là soient pour quoi? Parce que présentement, par exemple, on a déjà les congés annuels à notre côté, puisque c'est pas le caractère de ce congé-là, c'est pas relatif à ça. Par exemple, vous avez déjà les congés maladie donc, qui sont alloués pour si jamais vous aviez une maladie. Donc, est-ce qu'on parlait d'un congé relatif à un rendez-vous, un congé relatif à quoi que ce soit? Il faudrait que ce soit déterminé. Familial, pour des raisons personnelles. Un congé mobile, ça serait également un congé de maladie. Non. Non, ça non, c'est vraiment pour des raisons personnelles. On est en train de déterminer. Ah non, c'est vraiment juste pour des raisons personnelles. OK. Donc familial, pour les enfants. Ce sera un autre type de Parce congé. qu'un congé de maladie C'est pour ça. les enfants rentre dans vos congés de maladie. Dans un congé de maladie. Mais on va prendre une de ce que vous avez dit, puis on va passer au prochain point. Ok, parfait. Ce qui nous amène au point d'élimination de congés. Ouais, là, tantôt, vous avez parlé d'un 20% pour les apprentis, puis un 16% pour les spécialisés. Donc, on comprend votre point qui est dans le fond, de donner un 20% aux apprentis, puisque eux ont un salaire qui est plus bas que les autres employés dans son expérience et tout dans le domaine. On aurait à vous proposer, en ce moment, l'indemnité est de 13%. Donc, on aurait à vous proposer une augmentation de 1%. Donc, une indemnité de 14%. En fait. Pour les 2 catégories d'employés. Oui, parce qu'on n'avait pas vraiment prévu, on n'avait pas vraiment vu ça comme ça, de donner un pourcentage X, un pourcentage différent à une catégorie différente. Mais pourquoi 14%? Parce que quand on fait nos calculs, là on se rend compte qu'un apprenti charpentier menuisier, il reçoit 123 $, environ pour ses congés. On parle ici d'une formation, donc la personne va, après un nombre d'heures, venir rapidement. Il va apprendre un certain nombre Non, là on parle des indemnités pour les congés. Oui, pour les apprentis, c'est ça. Oui. Ça, mais cet individu-là va venir, il ne va pas être un apprenti de ça dans sa vie, il va évoluer, donc il pourrait, dans le fond, vous demander une augmentation salariale un peu cachée, sans vouloir. Je veux dire, une augmentation salariale des apprentis, mais pas une augmentation salariale des personnes qui vivent. Alors, je ne sais pas si on parle de la même chose, je ne parle pas réellement d'augmentation Non, mais salariale je pour le moment. dirais
que c'est un peu une augmentation Pour être salariale. équitable avec les salaires. Mais parce que les apprentis vont devenir Mais on parle des congés, là. Ce n'est pas une augmentation annuelle. Donc, non, mais ce que mon collègue tentait de dire, c'est juste pour équivaloir un peu au salaire des plus anciens. C'est pour ça que vous vouliez une augmentation de plus pour les apprentis. c'est ça, ne serait-ce que pour les vacances, c'est Noël, c'est l'été, ils ont envie de voyager, ils ont envie de gâter leurs enfants, d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Je sais bien que c'est des apprentis, ils n'ont pas forcément l'expérience nécessaire pour toucher ce salaire-là, mais ça reste des pères et des mères de famille, des gens qui... On comprend cette situation, mais c'est juste qu'on se sent un peu mal à l'aise parce qu'on veut créer un système d'équité, puis les apprentis vont venir réguliers après la formation. Donc, eux, ils vont percevoir la même égalité, puis les réguliers vont être jaloux des apprentis qui ont une meilleure égalité. Souvent, eux, qui sont réguliers, c'est des personnes plus âgées, qui ont également besoin des congés maladie. Donc, on favoriserait nos apprentis, on ne favoriserait pas nos réguliers. Ça serait contradictoire. Mais si, on va favoriser nos réguliers aussi, oui, d'après nous, on les augmenterait de 16%. Oui, en effet, vous les augmentez, mais vous avez augmenté plus les apprentis. Donc, nous, on va gérer cette situation-là que nos apprentis vont être plus favorisés quand on veut créer une égalité, puis on veut les amener à des réguliers, parce qu'on est une main-d'œuvre, donc c'est important pour nous d'avoir des personnes qui ont l'intention de venir des réguliers. En fait, notre vision de l'équité, ça serait de donner le même pourcentage d'indemnité, peu importe l'emploi en fait. Parce que comme mon collègue essaie de dire, l'apprenti va augmenter de niveau au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'il va faire des heures. Donc, avec l'expérience, on pense que éventuellement, il va devenir un pro de son domaine, si on peut dire. Donc, on pense que pour être équitable, ça serait vraiment de déterminer une indemnité pour tous les emplois. Non, ça c'est être égal, c'est pas être équitable. Égalité, quand on va 14% pour tout le monde. Équité, c'est quand on essaye de permettre tout le monde d'atteindre un certain bien-être et bien-être. Ils vont nous atteindre le bien-être, c'est juste après leur nombre d'heures d'apprentis qu'ils vont avoir droit à ce plus-value-là, qui est l'égalité. Ils l'ont déjà, et en plus, ils ont une augmentation salariale. Par rapport à l'augmentation salariale, ils vont avoir une meilleure égalité. Oui, mais ils sont apprentis, ça va prendre du temps avant qu'ils formation. Après leur formation, on parle d'un nombre d'heures, mais c'est pas des années et des années. Est-ce que vous êtes d'accord si on revient sur ce point-là? Parce que là, on déroge un petit peu, on est là pour négocier de bonne foi. Ça serait On va passer au point suivant. Le déplacement, c'est ça. Je vais essayer de faire ça concis parce que ça exige beaucoup de points dans le fond. Mais présentement, l'entreprise vous offre déjà la voiture pour effectuer vos déplacements, pour lors du travail aussi au niveau vente de chantier, évidemment. Et puis, on assume aussi toutes les dépenses qui sont relatives à cette voiture-là, ou cette automobile, peu importe comment on l'appelle. Donc, techniquement, selon la loi, mettons si on se dirige vers la loi de l'impôt sur le revenu, généralement, c'est soit vous utilisez votre propre voiture personnelle et puis l'entreprise vous donne un montant forfaitaire par kilomètre pour couvrir les dépenses relatives à cette voiture-là, ou bien vous utilisez la voiture de l'entreprise et puis vous devez effectuer les dépenses relatives à cette voiture-là. Donc nous, on a déjà un mélange en fait de ces deux-là, qui est déjà plus que ce que la loi prévoit. Donc nous offrons la voiture de l'entreprise et puis on effectue déjà la majorité des dépenses relatives à cette voiture-là. Donc la seule partie qui n'est pas couverte, c'est par exemple l'essence entre votre domicile et le travail, que nous considérons que si on ne vous fournissait pas la voiture, vous devriez, ça fait partie de votre devoir en tant qu'employé, de vous rendre au poste de travail, en fait, peu importe où il s'agit. Bien sûr, on est conscient que c'est des chantiers, que ça peut impliquer un endroit qui est différent, évidemment. Mais il s'agit quand même de la voiture de l'entreprise et on effectue quand même toutes les dépenses relatives à cette voiture-là. Donc, pour nous, de dire d'ajouter un 3 supplémentaire par kilomètre, considérant que
Par exemple, si je reviens à la loi qui était, par exemple, vous utilisez votre propre voiture et puis nous, on vous fournit un montant forfaitaire par kilomètre, il s'agit le maximum alloué à toutes les dépenses serait de 55 sous par kilomètre. Vous nous demandez 3 $ par kilomètre, considérant en plus qu'il s'agit de notre voiture et qu'on effectue déjà les dépenses pour tout le reste. Il ne s'agirait pas d'une allocation qui serait raisonnable si on considère que c'est seulement pour l'essence de la voiture pour prendre de chez vous au lieu de travail. OK. Dans le fond, c'est pas juste une question pour l'essence. C'est vraiment plus une question, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. On veut encourager les employés à venir travailler. C'est pour les chantiers qui sont plus éloignés, pour les employeurs les employés qui sont plus loin. C'est pour ça qu'on établit tout à l'heure un nombre de kilométrage à partir duquel, au-delà de celui-là, on paierait de 3 $ de kilomètre de plus. Si on dépasse 100 km, que cette personne-là est à 200 km de là, parce que mais dans le fond, comment oui, je comprends. J'avais une autre information. En fond, c'est sûr qu'il s'agit beaucoup d'informations qui est à connaître, mais dans la loi d'impôt sur le revenu, c'est déjà prévu. Dans le fond, pour les chantiers éloignés, pour les personnes qui travaillent dans le domaine dont nous sommes, il y a déjà des crédits puis des allocations qui sont non imposables vis-à-vis des chantiers éloignés. Donc, si vous arrivez à un certain kilomètre, vous êtes déjà non imposé sur les frais que vous devez défrayer pour vous rendre jusqu'à cet endroit-là. Donc, dans le fond, l'argent de moins, si je peux dire, là, la déduction, par exemple, vous est déjà offerte par la loi d'impôt sur le revenu. Donc, même si on décidait, par exemple, aujourd'hui de vous donner un montant, il serait totalement imposable rendu à vos revenus. Donc, vous receviez un montant, mais vous devriez vous imposer dessus. Donc, ça viendrait à dire que votre allocation reviendrait pratiquement nulle, puis nous coûterait beaucoup plus cher à vous donner. Donc, c'est pour ça qu'on préférerait vous donner d'autres avantages qui, eux, ne seront pas imposables par rapport à ceux-là, par exemple, qui vont juste vous donner pas beaucoup au final. C'est vrai que c'est une question monétaire pour nos membres, mais c'est aussi une question de les remercier de leur loyauté, de faire ce chemin-là. Et aussi parce que je pense qu'on est dans un domaine très compétitif. Vous savez tout autant que moi qu'il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. On est littéralement en interdépendance. Donc votre expansion dépend aussi votre expansion dépend des employés. Donc, et beaucoup d'employés m'ont avoué ne plus être confortables, ils sont inquiets pour leurs conditions de travail, ils ne reconnaissent plus les valeurs de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Premièrement, par rapport peut-être justement, on revient toujours aux valeurs de l'entreprise, donc c'est vrai, on aimerait se ressourcer, puis comme on l'avait dit tantôt, on est vraiment conscient que d'une partie et de l'autre, on ne serait pas en mesure d'arriver à ce qu'on arrive aujourd'hui, donc d'avoir une entreprise qui prospère. Donc évidemment, mais ce qu'on essaie de voir, c'est oui, d'accorder sur plusieurs points. Par contre, sur d'autres points, on se dit qu'il y aurait des points qui seraient prioritaires. Puis, donc ces points-là, peut-être simplement, là, vous me dites... Quels sont vos points prioritaires? Plusieurs autres par rapport à celui-là, si je peux dire ça comme ça. On préférerait se concentrer sur les 5 autres points que celui-là, tout simplement parce que il serait plus avantageux pour les deux parties de se départir plus de ce point-là vis-à-vis des autres. Les autres points, je pense que les deux parties ont plus à aller chercher les autres points. Vous ne voulez pas communiquer vos priorités? On peut communiquer, c'est simplement, lui se trouve plus à la fin de la liste, simplement, mais je pense qu'on vient de faire en fait un tour des priorités de tout ce qui est important pour nous, donc on s'en a mentionné beaucoup. J'essaie de retrouver l'autre et je m'en souviens. Parce que vos priorités nous intéressent, on collabore, on est là pour trouver un terrain d'entente pour l'entreprise, pour nos membres. C'est ça la finalité. Je l'avais dit, on négocie de bonne foi, donc on va arriver à ça. En fait, ce que ma collègue a dit, nos priorités principalement, c'est les 5 premiers points. Bien sûr, les frais de déplacement, c'est un frais qui est de plus. Bien sûr, ce n'est pas l'une de nos priorités. Il faut comprendre que c'est une autre mise de compte qu'on rajoute à l'entreprise. En fait, pour les frais de déplacement, vous serez prêt à donner 55 sous. Non, parce que dans le fond, les 55 sous, c'est concernant que vous utilisez votre voiture, puis que nous, on vous donne les 55 sous qui prouvent que
dépenses. Nous, on vous fournit la voiture et on paie déjà toutes les autres dépenses. Donc, c'est impossible que ce 55 sous-là soit attribué simplement pour l'essence. Puis là, je comprends, vous m'avez dit que c'est pas juste pour ça, c'est aussi la loyauté des employés, je comprends tout à fait. Par contre, quand on parle justement de nos programmes, on parle de l'équité, puis je serais vraiment surprise si ailleurs vous trouveriez autre chose, puisque directement dans la loi, c'est ce qui est inscrit, puis on donne déjà bien au-dessus de ce que la loi demande. Donc, c'est pour ça que on serait moins enclin à se diriger vers ce côté-là. Puis aussi pour le fait, dont je vous ai dit, si on vous donne plus d'argent, pour nous, il s'agit d'un budget. Donc, si on vous donne une grosse partie de ce budget-là à travers les frais de déplacement, qu'au final, vous allez devoir vous imposer à 100% dessus, vous perdez dans le fond un avantage économique, tout simplement. Vis-à-vis, si on vous l'offrirait ailleurs, ça serait moins. Vous perdiez moins d'avantages économiques, tout simplement, si on mettait ce budget-là ailleurs. Juste pour vous. Puis, tu sais, considérant aussi que le budget, il est fixé, oui, il est flexible, évidemment, on est là pour discuter, on est ouvert, mais on ne pourra pas donner donc, un budget complet à chacun des points qui sont ici, donc il va falloir le diviser. Donc, plutôt que de diviser une partie vers une grande partie quand même vers les frais de déplacement, on préférerait l'envoyer ailleurs, tout simplement parce que c'est une priorité qui serait plus valable pour les deux parties. On vous entend là-dessus. On va y penser. On a passé tous les points. Est-ce que vous voulez un peu plus pour... Non, attends, Merci.